Le célèbre homme de radio, M. François Cognan, me disait un jour, lorsque l'esprit est un, la lettre s'ouvre aisément. Lorsque vous avez les mêmes valeurs, lorsque vous avez les mêmes aspirations, vous arrivez à vous entendre et pourquoi pas à communiquer aisément. Peut-être ça sera le cas ce soir, lors de cette interview que nous accorde H. Magnum. C'est un enfant de Yop, comme nous autres, à la périphérie de la Selmer, quartier populaire à Yop, Gotham City, je connais très bien. C'est un enfant de Yop qui est en face de moi. Ouais. Deux enfants de Yop qui se retrouvent. Suivez-nous. Qu'est-ce que ça fait? H, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en famille? Ouais, écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien dans le sens où Gotham City, tu sais, comme c'est l'ancien nom de New York. Et moi, en vérité, j'ai connu Gotham City à Yopougon, tu vois. Donc, quand ici, je parle de Gotham City, on pense toujours à Batman. Et le fait que tu saches et que tu connaisses Gotham, ben, ça me fait plaisir. C'est ça. Moi, je connais le Gotham originel. Ouais. Original, celui dont tu parles, forcément. Ouais, ouais. Mais d'où tu viens. Ouais. Et c'est vrai que tu es parti de Gotham quand même tout petit. Ouais, ouais. Mais chaque fois, tu revendiques cela. C'est dû à quoi? Tu as gardé quel bon souvenir au point où chaque fois tu ressasses un peu Gotham? Ouais, c'est vrai, parce que je pense que ben, c'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai connu la vie, tu vois, et j'ai toujours un bon souvenir là-bas parce que ben, c'est les gens, c'est la manière de vivre, dans les choses simples, même si c'est pauvre aujourd'hui quand je vois avec le regard que j'ai aujourd'hui, mais à l'époque pour moi c'était magique, tu vois. La première fois que tu es parti de là-bas, tu avais quel âge? 8 ans. Ouais. C'est vrai que je crois, j'ai lu quand même dans certains articles que tu venais une fois, deux fois, et c'est à 15 ans que je suis parti, 3 ans, je suis resté là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, à 9 ans, lorsqu'on quitte un quartier, quand même, on n'a pas des images assez fortes tout de même, pour un garçon qui a 8 ans. Si, quand même, parce que 8 ans en Afrique, c'est pas 8 ans en France, tu vois. Et là-bas, j'étais franchement on vivait dehors presque, tu vois. Ça veut dire que les maisons, elles sont ouvertes, tu vois. Donc, tu vis devant la porte, tu joues au foot. Et c'était à peu près, c'était comme des vacances, comme si c'était des vacances dans mes souvenirs, quoi. C'est ça. Parce qu'en Europe, c'est plus... la vie, elle est... Tu vois, j'ai rencontré le froid, la dureté de la vie. Donc, par rapport à ce que j'ai vécu, hein, pas ce que je vis maintenant, ben, pour moi, c'était les meilleurs moments, quoi. Parfait. À 8 ans, tu allais déjà à l'école? Ouais, j'allais à l'école. Dans quel... Où ça? Psychologie 7. Ah ouais. Tu te rappelles bien en plus. Ben oui. Psychologie 7, c'était vers où? Vers Saint-André? C'était, tu vois, quand tu es à Gotham, Ouais. tu prends le pont. Vu qu'on C'est ça, ouais. Je suis en train de... là, ouais. Tu prends le pont, C'est ça. tu marches, il y a Harlem, tu dépasses Harlem, il y a Psychologie 7, et après, juste à droite, là-bas, tu as le commissariat. Du 16e arrondissement. 16e arrondissement. Ah ouais. Tu as vu, non? Ouais. Forcément, Psychologie, on allait en parler parce que Psychologie, juste forcément à la Selmer, La Selmer, Gotham, tout et tout, c'est clair que lorsqu'on a grandi dans un tel environnement, on tire certaines leçons de la vie. Quelles sont celles que toi, tu as pu tirer comme leçons? Ben, j'ai tiré, en fait, j'ai l'humilité, aussi ben, la musique. La musique, parce que c'est des endroits où on écoute beaucoup de musique, parce qu'il y a les maquis, il y a la rue Princesse, il y avait la rue des Princes. Et en fait, si j'étais pas retourné au bled pendant 3 ans, à l'âge de 15 ans et quelques, j'aurais été un peu plus déconnecté qu'aujourd'hui. Parce que je suis parti jeune, et après, je suis revenu, tu vois. On va dire, j'ai fait 4-5 ans en France. Donc ça fait que mes souvenirs sont restés frais, tu vois. C'est ce qui est un peu... après, j'étais dégoûté d'être retourné au bled. Mais avec du recul... Qu'est-ce qui a fait quand t'as ramené au bled? Je connais. Non, la petite histoire. La petite histoire, c'est que j'étais trop turbulent. Je commençais à suivre la mauvaise voie, tu vois. Avec les jeunes d'ici, tu vois, je commençais à suivre la mauvaise voie, rentrer tard, fumer, tu vois. Donc la vieille, elle a dit, bon, tu vois, faut que je retourner aux sources, pour aller te réarmer moralement, et puis avoir de bonnes mœurs. Donc au début, je suis allé en vacances, et après les vacances, elles se sont rallongées.
Et après, j'ai capté que j'étais inscrit à Bassam, comment on appelle ça là? Au lycée moderne de Bassam? Non, c'est à Irma. Irma, ok, à l'internat. À l'internat. Ok. Tu vois. Donc je faisais Bassam et le week-end je rentrais à Gotham. Wow. Et j'étais à Irma avec les enfants de boss et tout. Imagine. Le décalage un Le peu. décalage, et après je rentrais à Gotham le week-end. Ouais, tu vois. Et donc c'est ça qui m'a aussi nourri, tu vois. Le fait d'avoir eu quand même... Tes 3 années t'ont permis de prendre conscience et de te dire j'ai ma chance à saisir. Et lorsque tu es revenu quand même, les parents étaient fiers de toi? Ouais, ils étaient fiers. Quand je suis revenu, j'ai changé. Franchement, ça m'a fait changer. J'ai pris beaucoup de maturité. Et puis j'ai décidé, c'est là que j'ai décidé de me mettre à fond dans la musique. Tu sais, c'est là où j'ai décidé. Je rappais là-bas aussi. Je rappais un peu ici. J'ai continué là-bas. Là-bas, il y avait des groupes un peu qui commençaient à naître et tout. Et quand je suis revenu ici, ben, j'ai formé un groupe avec Laconite. À partir de ce groupe, tu vas connaître d'autres amis. On va en parler tout à l'heure. Il y a tellement de choses autour de ça parce que, pour la petite histoire, tu es l'un des rares artistes à avoir fait pas mal de featuring avec tellement d'artistes. Ouais. Et je vais te poser la petite question dans ce sens. Est-ce que tu penses que les feats, c'est le meilleur moyen pour un artiste, le meilleur moyen du moins pour un artiste de se faire connaître ou d'avoir du succès? Est-ce que tu penses? Ça contribue, mais c'est pas forcément le meilleur moyen. C'est pas forcément le meilleur moyen parce qu'après le public il peut t'aimer beaucoup en feat. Il peut aimer t'entendre en feat plus que aimer t'entendre tout seul. Tu vois. Après nous, comme on était, ce qui est différent avec moi, c'est que les artistes aiment travailler avec moi. Donc les featuring, c'est au feeling quoi. Toi, dans ton cas, quel est le retour que tu as de ton public souvent? Ils te disent qu'on te préfère seul ou on te préfère dans les feats? On me préfère seul. Mais le retour que j'ai de mon public, c'est que je ne suis pas assez constant. D'ailleurs, j'en vois pas. Je laisse beaucoup de temps entre un projet et un autre. Ça, c'est vrai. Et pourtant, on va décrypter quelques tests que j'ai lus, quelques articles sur toi. Parce que lorsque tu parles de constance, forcément, dans cet article, ça te met en lumière comme une personne qui, au contraire, a une belle plume, une belle écriture. Et forcément, cette constance peut-être a manqué dans certains cas. On lit ensemble. Depuis quelque temps, le rap français connaît un regain d'intérêt dans les médias. Et pour cause, il est plus musical, plus mélodieux, plus ouvert, avec de solides bases dans l'underground. H Magnum est sans aucun doute le prochain artiste à briser les barrières et réussir ce que peu d'autres ont fait avant lui, de la musique de qualité pour un public large et varié. Mais lorsqu'on a de tels éloges, pratiquement, pour soi, et c'est ce qui te rend paresseux, c'est quoi? Non, c'est pas que je sois paresseux, c'est que j'ai un destin artistique particulier, c'est que j'ai eu beaucoup... J'ai créé trop d'effervescence, il y a eu trop d'effervescence autour de moi, qui a fait que... il y a des gens qui ont vu trop d'intérêt. Et donc, j'ai été... comment on appelle ça, là tu sais, quand tu vises quelqu'un, et la balle, elle touche quelqu'un qui n'a rien à voir. Tu vois comment on appelle ça, là? Un dommage collatéral. Dans le sens où il y a eu trop de spéculation autour de moi, trop de guéguerre. Et donc, moi, ça m'a empêché d'être constant. C'était pas par rapport à moi-même parce que je suis productif comme artiste. Je peux sortir un album tous les 6 mois, tu vois. Mais autour de moi, j'ai toujours eu ce truc-là. Je me dis, purée, tu sais, à chaque fois, tu vois, il y a soit des intérêts, des gens qui s'entendent pas, et donc ils font des guerres, et s'ils sont en guerre, et moi je suis là, je suis bloqué. Donc j'ai beaucoup eu ça dans ma carrière. Mais lorsqu'on fait un tel constat, on ne se dit pas un moment, c'est le moment pour moi de prendre mon destin en main par hasard. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, en partant, en me mettant en indé, en étant mon propre producteur. Parfait. Et c'est ce que j'ai fait. On continue dans le décryptage, et là on met tes points forts justement en avant. Ces points forts, son histoire. Tu as une histoire. Tout à l'heure, on a commencé un peu. Lorsqu'on prend racine et source dans un quartier comme Gotham, forcément, on a une histoire. On a des valeurs dont on s'imprègne tout petit. Totalement. Contrairement aux clichés récurrents dans les rap français, H Magnum a un vécu qui va bien plus loin que l'horizon des cités qui lorgne
qui longe du moins les quartiers de Chu. Saint-Blaise, Porte de Bagnolet de l'Est parisien. Gotham City, c'est mon quartier à Abidjan. Là où j'ai grandi, mon père est encore là-bas. Quand je parle de Dream, c'est vraiment mon histoire que je raconte. J'ai mangé dans des poubelles, vraiment. J'ai été tout seul, je me suis fait dans la rue. À quel moment tu as mangé dans la poubelle? Mais c'était jeune, hein. C'était petit. C'était petit. Après ça, j'aime pas trop en parler parce qu'après ma daronne, elle aime pas. Elle a dit oui, mais non, mais... Non, c'est pas que ça, c'est que en vérité, on allait au Toit Rouge. Ouais, juste à côté. Nouveau quartier, Toit Rouge. Toit Rouge, tu vois. Tu coupes derrière Sicobois. C'est ça. Tu coupes là-bas. Tu tombes. Vous passez par le Majestic, par le camp militaire. Camp militaire. T'arrives au Toit Rouge. Au Toit Rouge, il y a un locodrome. C'est ça. À locodrome, il y a un loco, il y a des trucs, et puis voilà. Tu vois. Non mais, elle t'avait serré un moment, c'est ça? Voilà, tu vois. Et tu t'es débrouillé seul? Je me débrouillais seul, tu vois. Donc, elle avait serré. Je me débrouillais seul. Le vieux, il était dans ses trucs, il se cherchait, tu vois. Donc, j'étais livré à moi-même, quoi, tu vois. Et donc, voilà, donc, ouais, j'ai fait ça. J'ai même ciré. Ah ouais? Oui, au plateau, avec un vieux père à moi. Comment il s'appelle le père? Il s'appelle, attends, est-ce que j'ai encore... Ça lui fait du bien de voir cette interview, de savoir que son bon petit pense à lui. Je crois, c'était le voisin, en fait. Comment il s'appelle? Alain, je crois. Alain, je crois. Au plateau, ouais. Un jour, pour te dire, pour la petite histoire, j'étais en Côte d'Ivoire avec section d'assaut. Ouais. Et on était logés au plateau. C'est ça. Et un jour, on descend comme ça, et il y a les petits là, les Johnson de Naman. Voilà, eux là. Et il y a un qui me voit dedans, il me dit, hey, parce que là-bas, on m'appelle Guizo, tu vois. Mais il me dit, hey, Guizo. Et après, il dit au gars de section, il dit, hey, lui là, c'est un Noussien. Et lui là, c'est un gars de Gotham. C'est un gars de Gotham. Et ça, je dis, ben vous voyez quoi, j'ai pas menti, tu vois. C'est ça. Parce que parfois, tellement je raconte certaines histoires, ici, parfois, on me croit pas, tu vois. On dit, ah, vas-y, tu vois. Et j'ai dit, ouais, vous voyez, non. C'est ici, il a dit, ah ouais, lui, la Syrie ici, hein. Lui, il vient de loin. Après, c'était, voilà. Quelque part, souvent, quand tu penses à ce petit moment de disette où la vieille t'a laissé à toi seul, quelque part, est-ce que tu lui en veux? Non, jamais. Parce que je sais comment j'étais aussi. J'étais turbulent. J'ai ramené des descentes, moi, là-bas. On allait dans les écoles et tout. On se bagarrait et tout. Non, mais j'ai tout retourné à Gotham. À Gotham, les mamans, elles voulaient pas que leurs enfants ils marchent avec moi. Cette partie de l'article l'illustre bien. Ah ouais, hein. Sa personnalité, malgré cette image de dur qui lui colle à la peau. Le Pu Parigo est un artiste à fleur de peau, un jeune homme sensible qui puise dans son spleen pour écrire des textes sensés et profonds. Ouais. Forcément, tout cela a eu un impact dans tes textes, quelque part. Oui. Ça fait que tu relates quoi généralement dans tes textes, qui touchent jusqu'à ce point? Bah, c'est en gros pour moi aujourd'hui, je pense que ce qui est bien dans ce qui est dit là, c'est le fait que pour moi, pour mieux écrire, c'est comme ça que je vois la musique. Faut avoir vécu. Donc nous on appelle ça ici aujourd'hui, on appelle ça le jus de souffrance. Tu vois. Ça veut dire faut avoir quand même vécu pour avoir une épaisseur dans l'écriture. C'est ça. Et pour aussi pour véhiculer des sentiments forts, quoi. Faut les avoir vécus. Donc dans mes sons, même si parfois il y en a qui sont dansants, mais dans mes albums, moi j'ai des sons très profonds, des sons. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'informe beaucoup, et j'aime bien toucher l'autre. J'aime bien trouver les bons mots pour décrire certains sentiments, tu vois. Et je trouve que c'est ça dans la musique. C'est ça qui est fort dans la musique. Tu le dis tellement bien parce que tu as écrit aussi, je crois, pour Diams. Tu as fait la collaboration avec Kerry James, qui écrit très bien aussi. Et tu as écrit des textes pour Kenji. Ouais, Kenji Girac, ouais. Voilà. Cet article dit, il vient d'écrire trois titres, du moins, sur l'album de Kenji de The Voice. Il est à l'aise pour traduire en chanson et en mélodie des émotions pures. Ouais, c'est ça, la force. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, un Kenji... pour un Kenji, eh ben, il y a un vocabulaire adapté, il y a des mélodies adaptées,
Et avec d'autres artistes, ça va être aussi un autre vocabulaire adapté. Tu vois. On poursuit, hein, toujours le décryptage. Son amitié avec Maître Gims en est la preuve. Depuis quelques années déjà, les deux artistes se donnent des coups de main. Ce qu'il m'a appris, c'est de me lâcher vraiment, de ne pas calculer. Ça, c'est toi, tu le dis. Lorsqu'on parle de Maître Gims, on surfe très souvent sur vos collaborations musicales. Maintenant, on va s'intéresser à votre amitié. Elle naît comment, cette amitié? En fait, Gims, c'est... en fait, moi, comment je rencontre Gims, c'est que c'est le fa de la section d'assaut qui vient habiter dans mon quartier, dans le 20e arrondissement. Et il me présente ses potes et tout. Et à cette époque, c'est moi le rappeur. Je rappais, je freestylais beaucoup. Et on fait un freestyle et tout. Dans le 9-3, je me rappelle, chez des potes à moi. Et il y a Gims, il y a Lefa, il y a Barakadama. Moi, j'envoie un couplet. Lefa envoie un couplet, Barakadama envoie un couplet. Et Gims, il envoie un couplet, tu vois. J'ai senti que, tu vois, il avait un truc, tu vois. Ouais. J'ai dit, waouh, c'est une dinguerie, tu vois. Et c'est à ce moment que je découvre le groupe Section d'Assaut. Moi, Lefa, c'était Lefa de Section d'Assaut, mon pote. Donc je découvre ses autres potes, tu vois. C'est ça. Et après, je les prends avec moi. Et comme je faisais des freestyles à gauche, à droite, je les ramène avec moi partout. Et avec Gims, on a noué comme ça notre amitié. Et aussi, il y a le côté religieux qui nous lie beaucoup avec Section d'Assaut, tu vois, parce que la plupart, on s'est convertis à l'islam. Et donc, après, on a arrêté la musique, on était beaucoup sur le côté religieux. Vous partagez beaucoup de valeurs, en fait. Beaucoup de valeurs, c'est ça, c'est des valeurs fortes. Et donc on a voyagé beaucoup ensemble. Et ce truc, il est né où on se dit qu'en vérité, avant la musique, il y a l'humain, il y a tout ce qu'on a entre nous et que la musique va jamais nous séparer. Mais est-ce que justement ce rapprochement t'a pas donné l'idée, toi, de te dire un jour, ça t'a pas amené à vouloir intégrer le groupe Section d'Assaut? Section d'Assaut, au début, c'était 8. Lundi, c'était 13. Mercredi, c'était 12. C'est ça. Tu vois, à cette époque-là, c'était trop farfelu. Et moi, j'avais déjà un producteur à cette époque-là. Mais on était ensemble, on a toujours... c'est ce que je dis, parce que c'est vrai qu'ils étaient... vu que vous aviez les mêmes valeurs, vous aviez les mêmes intérêts quelque part, est-ce que tu t'es pas dit, bon les gars, du moment où on se retrouve, on fait des freestyles, on partage les mêmes valeurs religieuses et autres, bon... Et en même temps, comme tu l'as dit, il n'était pas assez stable. Ouais. Est-ce que c'était pas le moment pour toi de t'infiltrer? Non, parce que moi, je ne savais pas que Section d'Assaut allait péter comme ça. Donc, moi, je faisais mon truc, ils faisaient leur truc. Et à chaque fois que j'avais un truc, je les ramenais, tu vois. Ouais, tout. Même Dawala, tu vois, je les ouais, le producteur, ouais. Voilà, donc... j'ai jamais pensé à rentrer dans le groupe parce que pour moi, je faisais pas. Tu traçais ton chemin à toi. Voilà. Mais quand ça a pété, comme on le dit, t'as pas eu quelques petits remords de te dire, bah attends, j'aurais pu? Non, parce que j'avais déjà 2 groupes, moi. Ouais, t'avais ton groupe de par là, Voilà, j'avais Aconite et j'avais Injection Lyricale et j'avais le Groove Section d'Assaut. Donc quand ça a pété, pour moi, c'était comme... Moi, j'étais dans tous les albums, donc c'était comme si c'était à moi, quoi. Ouais, même si tu n'étais pas sur scène avec eux, pour toi, tu étais avec eux. Ouais, j'étais avec eux, et puis parfois, je montais pour faire les sons qu'on avait, quelques sons qu'on avait ensemble. Après, grâce à Dieu, il m'a donné une qualité, c'est que je ne suis pas envieux. Non, quand on a un parcours comme le tien, franchement, c'est chaud, hein. Quand on voit d'où tu viens, l'envie, c'est... Voilà, c'est compliqué, je dis Dieu merci, tu vois. Mais je suis toujours content. Parfait. On va s'intéresser à un texte de Jean-Michel Denis, grand journaliste, paix à son âme, qui était à Jeune Afrique. Il dit, le rappeur français d'origine ivoirienne raconte dans son dernier album son parcours qu'il a mené d'Abidjan à Paris, rencontre avec un rappeur talentueux et discret qui sera aux côtés de Maître Gims dans sa tournée africaine. Et il dit ensuite, un jour il est tendre, le lendemain il est thug, guerrier, assure son épouse. Ouais. Ça, c'est une confidence de ta compagne. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Ah ouais? C'est vrai parce que, et même dans ma musique, tu le vois dans mon parcours musical. C'est-à-dire que je suis cool et comme je dis, tu sais, quand tu es sûr de toi, tu t'es pas embrouillé, quoi. Tu vois, tu cries pas.
Donc je suis cool, mais c'est parce que je contrôle. Mais cette confiance en soi, ne t'a jamais causé de problème quelque part? Non, je sais pas. Je sais pas, mais en tant que... je pense que c'est humain, il faut avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, les autres, ils n'auront pas confiance en toi. Mais si je te présente l'image, comme on dit très souvent, hein, on dit... Je suis en train de me rentrer là. Non. Tu vois là, on dit... C'est quoi, il est en train de me mettre ça, ça se referme comme ça. Non, mais en fait, pour la petite histoire, H. McDom, il a tellement suivi les interviews d'Actu. Je te jure. Pour lui, on est dans... Ça, en fait, c'est la technique hypothético-déductive, c'est une technique d'entretien que tous les étudiants en méthode d'enquête ont fait. C'est rien d'extra, mais on va se comprendre. Vous mettez la personne dans le coin et puis l'étau se resserre. Il n'y a rien à se resserrer. On est là pour se faire comprendre. Tu vois, comme on le dit très souvent, on dit le travailleur a plus de chances de réussir que le talentueux. Est-ce que justement ce dicton peut s'appliquer à toi? Parce que toi, tu as confiance en toi, tu sais que tu as un don, tu es talentueux. Mais en même temps, il y a un dicton qui dit le travailleur a plus de chances de réussite que le talentueux. Parce que le talentueux, quelque part, il dort sur ses lauriers. Est-ce que ce dicton peut s'appliquer à toi? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la musique, tout dépend pas forcément de l'artiste. Ça dépend beaucoup de son entourage. Et je pense que j'ai manqué de ça, je pense. Tout à l'heure, tu l'as lâché, tu as dit que tu étais quand même un centre d'intérêt pour beaucoup de personnes. Il y avait trop d'intérêts, tu convergeais autour de toi. Et tous ces intérêts par rapport à certaines personnes, tu penses que ça t'a étouffé dans ta marche? Oui, beaucoup. Parce que, tu vois, c'est trop d'intérêts, trop de machin, ça veut pas lâcher ça, ça veut prendre ça. On n'a même pas commencé, que les gens se disent, ils sont déjà en guerre, et puis toi, tu es au milieu. Tu vois, et ouais. C'est la guerre entre tes compagnons et les labels, ou bien c'est au niveau des intérêts des labels? Ouais, c'est toujours... Parce que très souvent, les labels, les majors, ça étouffe aussi. Ils ont des orientations aussi à donner à des artistes. Non, c'est plus entre les labels. C'est plus avec et tes compagnons, eux, ils disent quoi quand c'est comme ça? Non, c'est entre mes compagnons, entre eux. Entre tes compagnons? Ouais. Pas au niveau des maisons de prod? Non, pas au niveau des maisons. Les distributeurs, les labels, les majors n'ont absolument rien à voir? Non, les gestions n'ont pas... Tes compagnons, chacun cherchait à avoir ses billes, c'est ça? Voilà, c'est un peu pas. C'est un peu comme le footballeur qui vient de signer au Barça. Je pense qu'ici, il vient de signer là, tous ces gars autour, chacun veut avoir un peu de sous. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est que, c'est même pas, c'est que Franck ici, il n'a même pas encore signé. Ouais. Et que déjà, ils sont en train de s'embrouiller, tu vois. Ah ouais. Et simplement, on dit que le Barça s'intéresse à lui en même temps. Voilà, et ça crée tu vois, du remue-ménage. Et c'est très dommage. Ça fait que tu n'as pas pu signer avec des majors ou quoi? Non, si, j'ai pu signer après. J'ai pu signer, mais en fait, c'est que ça te ferme des portes. Ça te ferme des portes, ça te crée des ennemis que toi, t'as pas... Parce que l'atmosphère n'est pas saine autour de toi. L'atmosphère n'est pas saine autour de toi. Et puis, après, tu es lié par des contrats, donc c'est compliqué. Donc, il faut attendre la fin du contrat. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai sorti mon premier album en 2016. Ouais. Et après, je suis rentré justement dans des trucs. Et mon deuxième album, il sort en 2021. Tu vois. Et le premier, c'est Gotham City. C'est ça. Tu vois. Et là, le deuxième, c'est Bansky. Mais il est produit par moi-même. Mais j'ai dû attendre. Bansky, où tu as fait un feat avec... je crois avec Fali. Non, tu as un titre, Bansky? Ouais, Bansky, c'est Dadjo, avec Dadjo. Tout à fait, voilà. J'ai regardé hier ce clip avant. C'était bien. Ouais, j'ai aimé. Bien. J'ai aimé, ouais. C'est vu par plus de 3 millions de personnes, je crois bien, je l'ai vu, ouais. C'est sûr. Et cet album-là, Bansky, je le considère un peu comme mon premier album, quoi, tu sais. Parce que je l'ai produit, je l'ai peaufiné moi-même et j'ai vraiment mis ce que j'avais envie, tu vois, ce dont j'avais envie. Et après toutes ces galères-là, je me suis dit, bon, ça, je suis traumatisé d'avoir des producteurs ou des machins, donc je préfère gérer ma sauce moi-même. J'imagine il y a de quoi. Lorsqu'on a grandi dans l'environnement où toi tu as grandi, il y a cet altruisme, on a envie de partager, on a envie d'être bien. Malheureusement, quand il y a une atmosphère un peu
Délétère. Délétère, c'est le mot. C'est le mot, il n'y a rien à dire. On s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce que je dois subir tout ça? C'est ça, hein. C'est ça. Et puis après, tu sais, heureusement, quand tu es fort, tu vois, faut être fort. Si tu n'es pas fort, tu vas te réfugier dans plein de choses. Tu vas te dire, ouais, on m'a fait quelque chose. Tu vois ou pas? Mais alors que, ouais, c'est la vie, c'est chacun son destin. Je pense que c'est le mien. Parfait. Et c'est ce qui fait la force de ma musique. La force que tu as aussi, c'est de savoir écrire, d'avoir des très belles compositions. Et là, tu es en train de travailler sur un nouveau projet, c'est ça? Ouais, c'est un nouveau projet. Tu nous en parles un peu? Oui, je suis en train de travailler sur un nouveau projet là qui est justement très très lourd aussi, qui est la continuité de Banski. Et pour ceux qui n'ont pas écouté Banski, qui prêtent l'oreille. Et vraiment, c'est un album très 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 peaufiné, Banski. Et quand tu finis un album, à chaque fois, c'est comme si tu as ouvert encore d'autres portes. Tu vois, ça te donne une expérience encore. Tu te dis, ah ouais, là j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Ah, maintenant je sais comment faire ça. Et quand tu pars sur le prochain, il est encore meilleur. Et c'est de l'afro, toujours. Et donc je suis en train de travailler dessus en fait. Parfait. Autre pas mal de feats que tu as fait avec des artistes, tes amis comme Dadju, James et autres. Je pense que dans cet album, Franglish, enfin, il y a dans toute une palette. Hein. On voit que là, tu fais un clin d'œil aujourd'hui à pas mal d'artistes africains. Pêle-mêle, Fior de Bior, Yodé, Siro. Ouais. Pourquoi ces retours à la source et vouloir mettre, on va dire, quelque part en griffe, parce que tu vas les mettre en lumière, du par ton réseau forcément. Bien sûr.